Francis Allais est un botaniste d'exception. Spécialiste des forêts tropicales humides et de l'architecture des grands arbres, il était l'invité de l'Université d'Angers le 6 octobre dernier pour une conférence intitulée « Plaidoyer pour l'arbre ». Ce n'est pas étonnant s'il a fait salle comble, sa façon de lire et de comprendre le règne végétal bouscule beaucoup de notions actuelles. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il renverse un peu des idées reçues, si vous voulez, dans la façon de percevoir le végétal de façon générale, puisqu'on a toujours une vision un peu anthropocentrique et puis finalement animaliste, entre guillemets. Et justement, il montre bien cette spécificité. Je pense qu'à mon niveau d'études, tout est à retenir, tout est intéressant. Il a abordé des notions qui sont foncièrement différentes de celles qui sont enseignées en cours. Francis Allais nous a suivis jusque dans la serre de la Faculté des Sciences, où il nous a accordé un entretien privilégié. La discussion est animée par le professeur Alain Vian, professeur de botanique à l'Université d'Angers. Elle porte sur la définition de l'arbre, le défi architectural qu'il représente et la notion nouvelle d'arbre colonnière. Francis Allais, merci de nous rendre visite à Angers. Tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur la notion même d'arbre ? Oui, les définitions classiques, elles sont restrictives en effet, et elles limitent l'arbre à l'arbre de nos régions. C'est ça qui me gêne. C'est notre arbre, c'est l'arbre de l'école forestière de Nancy. Et moi, ça me gêne parce que je fréquente des quantités de pays où les arbres ne sont pas comme ça, simplement. Mais ce sont des arbres, donc il faut modifier la définition pour arriver à intégrer ces plantes-là. Alors, par exemple, quand la définition classique dit qu'il y a un tronc, désolé, moi je vois des arbres en forêt guyanaise, par exemple, avec des touffes de troncs. Ça n'empêche pas que ça soit des arbres. On me dit qu'il faut des branches. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec les palmiers qui n'ont pas de branches? Les palmiers, c'est un autre problème, il n'y a pas de bois non plus. C'est vrai. C'est cependant des arbres, sans aucun doute. Et d'ailleurs, fut une époque, je ne sais pas si c'est toujours la norme, mais pour se faire coller à l'agrégation, il suffisait de dire que le palmier était un arbre. Pour moi, c'est indiscutablement des arbres. Simplement, il y a eu plusieurs voies menant à l'arborescence. Et si on va chercher du côté des fossiles, on voit encore d'autres catégories d'arbres qui ont disparu. Mais par exemple, des arbres dont la rigidité vient du libère. Bon, est-ce qu'il faut des feuilles? Si on se limite aux arbres d'Europe, oui, il faut des feuilles. Mais dans les grandes savanes d'Afrique de l'Est, il y a des euphorbes indiscutablement arborescentes qui n'ont pas de feuilles. C'est des arbres tout de même. Ah oui, l'assimilation se fait par l'intermédiaire de leurs tiges. Voilà. Bon, pourquoi la belle affaire? Donc voilà, je pense qu'il faut élargir beaucoup la définition de l'arbre. Alors, j'ai fait une belle définition de l'arbre, assez technique, je vous passe là-dessus. Et puis, elle s'est effondrée. Elle s'est effondrée parce que je suis allé en Afrique du Sud, et dans la région de Pretoria, les collègues sud-africains m'ont montré des arbres souterrains. Tiens donc. Alors, tout ce qui sort, c'est des feuilles et les fleurs. On ne voit rien d'autre. Et en saison sèche, on ne voit rien du tout, parce que ça a brûlé. Et puis avant le retour des pluies, vous voyez les feuilles qui sortent. Et ça fait de grandes surfaces, et la mesure de cette surface donne l'âge de la plante. C'est des arbres, c'est des milliers d'années. Dans un de vos ouvrages, vous citiez par exemple cet exemple. Si on demandait à un cabinet d'architectes de construire finalement un objet artificiel qui aurait les caractéristiques de l'arbre avec sa grande surface aérienne, une tour de 60 mètres de haut, par exemple, son faible appui sur le sol, dans des sols parfois instables, est-ce qu'il relèverait le défi à votre avis? Le cahier des charges, il est encore bien pire parce qu'il y a une énorme surface en haut, donc une prise au vent monstrueuse. Et en plus, s'il y a des dégâts qui sont faits dans la partie sommitale, ça s'auto-répare. Vous connaissez un architecte capable de vous garantir l'auto-réparation? Malheureusement, non. Voilà. Donc, il baisse les bras. C'est sûr. En fait, ça l'énerve. Francis, l'une de vos propositions les plus intéressantes, c'est quand même, et les plus intrigantes, c'est quand même la notion de l'arbre colonnaire, sur lequel on peut peut-être revenir. Oui, très volontiers. Peut-être placer le phénomène de réitération dans ces mécanismes et peut-être également revenir sur l'implication de ces phénomènes qui touchent profondément la nature de l'arbre même, puisqu'on en arrive à la conclusion de se poser la question en toute légitimité, l'arbre représente-t-il un seul individu ou est-ce qu'il a une identité multiple? Excellente question, Alain, je vous remercie. C'est un sujet qui me passionne.
Je voudrais d'abord dire que c'est d'ailleurs un phénomène qui me fait froid dans le dos. La science n'est pas un phénomène accumulatif. Darwin et Fabre, qui étaient contemporains et qui s'écrivaient, ils savaient très bien que l'arbre était coloniaire. C'est clair, c'est bien expliqué dans leurs ouvrages. On l'a totalement oublié. Bon, puis nous, on arrive là, 100 ans après, on redécouvre les choses. Bon, c'est un premier point. Je voudrais dire aussi que tous les arbres ne sont pas coloniaires. Les arbres anciens, ceux qu'on connaît par les fossiles, par exemple, n'ont jamais été coloniaires. Il n'y a pas de réitération. Et d'ailleurs, dans la nature actuelle, un araucaria comme ça, c'est pas coloniaire. Un palmier, c'est pas coloniaire. Donc il reste encore des groupes anciens qui ne sont pas coloniaires et que nous qualifions de ce fait d'arbres unitaires. Bon, mais dans la nature actuelle, que ce soit dans les tropiques ou ici, l'énorme majorité des arbres sont effectivement des colonies. C'est-à-dire que quand vous semez la graine, vous avez un petit arbre unitaire au début, bien sûr, mais ça ne dure pas. Très rapidement, vous voyez un autre petit arbre qui pousse sur le premier. Et puis il en pousse d'autres, et puis il en pousse sur les seconds, puis sur les troisièmes, et ça fait une formidable colonie. Voilà, il faut s'habituer à cette chose-là. Alors c'est des arbres tout à fait entiers, tiges, troncs, branches, feuilles, fleurs, fruits, etc. Ils ont cependant une mécanique un peu plus faible que l'arbre initial. C'est souvent des choses assez molles. Et ils ont aussi une tendance à fleurir beaucoup plus vite, de sorte qu'il y a un lien avec l'arboriculture fruitière. Donc voilà, l'arbre moderne, disons, oui, l'arbre contemporain, il est coloniaire. Mais la conséquence est énorme quand même. Mais bien entendu, parce que si vous mettez en compétition des coloniaires et des unitaires, c'est toujours les coloniaires qui gagnent. Bien sûr. Parce que la forme de la colonie permet de récupérer la moindre énergie lumineuse, alors que l'unitaire, lui, comme il est coincé dans son programme, eh bien, il ne bénéficie pas des sources lumineuses latérales, par exemple. Alors, ce qui caractérise un individu, quand même, c'est la stabilité de son génome. Est-ce que c'est, je vais dire, individus qui sont issus de ces réitérations, est-ce que leur génome diverge ou est-ce qu'il est identique? Est-ce qu'on est face, en clair, à une forme particulière de multiplication végétative? Vous constatez d'abord, Alain, qu'on est là à la limite de la science et de la philosophie. Mais enfin, la notion d'individu, c'est très intéressant. Les définitions classiques de l'individu, c'est que ça doit avoir un seul génome. Or, on sait maintenant, au moins pour certains arbres, qu'il y a un génome par réitération. Et puis, plus que ça, un individu, ça veut dire indivisible. Si vous prenez un chat ou un poisson rouge ou une libellule, je ne sais quoi, vous le coupez en deux, c'est terminé. Les moitiés ne sont pas viables. Mais vous savez bien qu'avec un arbre, c'est pas comme ça. Avec n'importe quel végétal, d'ailleurs. Avec n'importe quel végétal. D'ailleurs, ce refus du terme d'individu, c'est pour n'importe quelle plante. C'est pas un individu, puisque c'est divisible. Et c'est quelque chose qui ouvre des perspectives peut-être importantes pour, le futur? Vous avez raison de signaler la proximité entre cette coloniarité de l'arbre et la multiplication végétative. Parce que dans le fond, on pourrait détacher chaque réitération et en faire un formidable clone. Il y a des cas d'ailleurs où ça se fait naturellement. Donc entre cette coloniarité et la multiplication végétative, c'est une question de nuances et de degrés. Bien sûr. Alors, à l'issue de cette discussion, j'ai l'impression quand même qu'on commence juste à comprendre modestement ce qu'est la réalité de l'arbre, finalement. Oh, mais attendez, j'ai l'impression d'avoir ouvert une énorme vanne. Et maintenant, il m'arrive des résultats nouveaux concernant l'arbre du monde entier. Des trucs très, très curieux. Et l'idée que les arbres sont sensibles au rythme lunaire et que l'étude fine de ces rythmes lunaires peut nous permettre de prévoir les séismes, qui est-ce qui aurait pu imaginer un truc comme ça il y a 20 ans? Non, mais les arbres, je crois qu'on en est au début de leur compréhension. Francis, merci Alain, pour ces quelques mots échangés. Et moi, c'est un bonheur de venir à Angers pour parler de ces choses-là avec des collègues. Donc c'est quand vous voulez. Merci encore.